Vous écoutez le podcast de la formation, le podcast fait par et pour les actrices et acteurs de la formation. Bonjour et bienvenue. Je suis ravi de vous recevoir sur le podcast de la formation, dédié aux formatrices qui souhaitent profiter de retours d'expériences terrain qui fonctionnent et de stratégies détaillées étape par étape. Chaque épisode vous permet de mettre en place des actions immédiates et d'obtenir des résultats efficaces et concrets. Bonjour et bienvenue sur le podcast de la formation. Je reçois aujourd'hui Edith. Edith, peux-tu te présenter ? Oui, bonjour. Donc je peux me présenter. Donc je suis du secteur de la formation, du milieu de la formation depuis 2003, où j'ai enseigné en tant que formatrice donc dans des CFA et lycées professionnels. Et donc ce qui m'a donné le goût, voilà, de l'alternance, de l'apprentissage. Et j'ai eu la chance pendant 4 ans d'être directrice également de CFA et de lycée professionnel. Donc d'être vraiment en immersion, avec ce public, et également les maîtres Oui. d'apprentissage, tuteurs, qui ont un vrai rôle à jouer. Et puis voilà, j'ai évolué donc sur après un dispositif qui s'appelle responsable de projet en ingénierie de formation, puisque je voulais vraiment, apporter, j'allais dire mon aide, et tout ce qui était donc axé sur la formation en entreprise, des formateurs référents, des formateurs tuteurs et également donc des maîtres d'apprentissage tuteurs, en Dis-moi entreprise. Edith, alors de quoi tu veux nous parler ? Voilà pour donc je souhaite parler, justement de ce rôle, que le formateur référent, peut jouer donc, pour, accompagner et guider les maîtres d'apprentissage et tuteurs, dans l'intégration, de Très bien, bah l'apprenant écoute, en c'est un joli entreprise. programme. Nous t'écoutons avec la plus grande attention. Ouais, et en effet, j'ai constaté que c'était pas, un rôle, évident, pour les maîtres d'apprentissage tuteurs de recevoir, d'intégrer, d'accueillir donc le jeune en entreprise. Bien souvent, ils étaient un peu dans leur monde, et leur activité donc au sein même de l'entreprise, et c'est vrai qu'ils avaient besoin d'accompagnement donc justement sur, les procédures, comment on fait pour accueillir donc ce jeune et surtout, mettre en place une progression, des différentes activités et tâches qui pouvaient être D'accord. confiées à l'apprenant. Donc ça, c'est encore, j'allais dire, manquant, dans les entreprises. Et du coup, comment tu t'y prenais, toi, pour créer ce lien et puis pour, entre guillemets, les former aussi, hein, ces maîtres d'apprentissage? Oui, c'est alors, quand j'étais donc directrice, mettais en place donc, régulièrement des réunions, de maîtres d'apprentissage tuteur où je les conviais donc, une demi-journée. J'ai même eu fait des formats à la journée pour expliquer justement leur rôle, mission, droits et devoirs également en tant que, maître d'apprentissage tuteur puisque c'est, des apprenants qui ont un statut à part entière, statut de salarié. Donc on échangeait, voilà, sur les bonnes pratiques, et puis aussi sur le lien, du livret d'apprentissage, du livret de formation, qui est mis en place par les centres de formation, les CFA, mmh, qui permet justement de définir les activités qui sont, réalisées en centre de formation avec les formateurs et les activités qui sont à réaliser, Dis-moi, en entreprise. ces tuteurs en entreprise, comment ils sont choisis? Comment on devient tuteur en entreprise? Il y a plusieurs, portes d'entrée. Il y a, vraiment, et puis ça va dépendre aussi de la taille de l'entreprise. Tout ce qui est TPE, PME, donc souvent c'est l'entreprise elle-même, le chef d'entreprise qui décide de prendre un alternant et souvent qui est également maître d'apprentissage. Et puis après j'ai rencontré, des salariés qui sont devenus tuteurs un peu par dépit parce que, dans le service, leur manager avait, décidé, voilà, de leur, D'accord. confier cette mission. Donc en Donc moi gros, je je prends un jeune, mais mmh, débrouille-toi, quoi. malheureusement, c'est un peu ça. Voilà, malgré la réglementation qui existe, d'avoir une certaine expérience dans le domaine, visé par la formation, que le jeune, suit.
Il y a quelques réglementations qui ne sont pas toujours contrôlées et respectées. Quand on parle de relations centre de formation entreprise, même en dehors du CFA, moi j'ai vu que pendant les périodes d'activité en entreprise, en vérité, il y a souvent une dichotomie entre ce qui est enseigné et cette mise en pratique d'entreprise, parce que l'entreprise, elle est un peu dans son flux, dans son workflow de travail. Et du coup, si tu arrives, tu n'es pas forcément, toi, en tant que stagiaire, au bon endroit. Comment cette adaptation peut se faire pour que notre apprenti, lui, puisse réellement se mettre en situation de travail lorsqu'il est dans l'entreprise? Mmh. Ouais, effectivement, des fois, c'est à 2 vitesses entre, la progression qui est faite en centre de formation en fonction donc des objectifs pédagogiques et puis la réalité du terrain et l'activité de l'entreprise qui n'est pas en adéquation. Idéalement, ce que je conseille donc aux maîtres d'apprentissage tuteurs, c'est de décliner, définir les activités justement de l'entreprise et en tirer les activités, qui pourront être, comment dire? Confiées à l'apprenant. Avec une forme de progressivité, donc des activités, plus ou moins faciles au départ et plus complexes, en fin de formation. On parle beaucoup de formation en situation de travail. Là, on y est réellement. C'est quoi pour toi la principale plus-value de cet apprentissage avec cette alternance, c'est le mot d'alternance, entreprise, euh, on va dire contenu un peu plus théorique de la formation? Pour moi, la richesse, elle est sur le fait que l'apprenant, il a donc cette double formation en centre et en entreprise, donc il a une vraie réalité du terrain, il a une vraie expertise même, il devient expert, hein, quand il est diplômé et avec, un vécu en entreprise. D'ailleurs, les taux d'insertion des apprentis est assez, élevé, Est-ce en que ça France. vient du fait que l'entreprise peut, entre guillemets, elle aussi former à ses spécificités, ou bien est-ce que c'est tout simplement j'ai rencontré, je suis satisfait, donc je peux proposer une embauche? Alors ça dépend, ouais, de la mission qui est confiée, du poste, de l'offre de poste, et donc c'est là où il faut faire aussi, le bon maillage entre, la mission qui est proposée à l'apprenant et la formation, qui va être dispensée en centre de Comment le formation. centre de formation, lui, s'interface entre l'apprenant et son maître d'apprentissage? Qu'il y a plusieurs, possibilités, donc déjà en amont, d'entrer en formation, il y a, un entretien et un positionnement qui est effectué, et lors de cet entretien, donc avec un responsable de formation par exemple, les étapes, de la formation, les activités, sont déclinées et idéalement vérifiées aussi avec la structure, l'entreprise qui va accueillir, cet apprenant. Donc il y a cette première étape, je dirais, de vérification si, les activités sont bien en lien donc avec le diplôme, visé. Et tout au long de la formation, il y a les fameuses visites en entreprise qui peuvent être donc, en présentiel sur le site, en entreprise, mais également et pourquoi pas par téléphone ou en visio pour vraiment assurer un lien, un suivi, régulier, Est-ce de que tu l'apprenant. as des outils de prédilection pour faire cette coordination? Parce que moi, je trouve que c'est un peu de la coordination entre les trois éléments, hein. Enfin, je dirais Mmh. même les quatre, parce que pour moi, il y a le centre de formation, il y a le formateur référent, il y a le maître de stage, le tuteur, et il y a l'apprenant. Est-ce qu'il y a des outils, des protocoles qui sont plus efficaces que d'autres à ta connaissance? Alors efficace, j'allais dire, ça va dépendre comment on le met, en place et comment on le valorise. En tout cas, il y a le protocole, oui, j'en parlais tout à l'heure, du livret de formation qui est obligatoire. Et justement pour faire le lien donc, avec le centre de formation et l'entreprise. Dans ce livret de formation, qui peut être donc numérique, ou papier, hein, peu importe, l'idée, est d'avoir, une progression donc, sur, justement les phases d'alternance. Les phases donc en entreprise et en formation et l'idée de vraiment décliner à chaque phase. Alors moi je pense que mensuellement c'est déjà un bon début. Si mensuellement il y a ce carnet, ce livret qui est rempli,
déjà par l'apprenant et qu'il soit aussi acteur de sa formation, de façon à ce qu'il décline, voilà, les activités qu'il a vues en formation avec ses formateurs et en entreprise et qui va donner aussi donc une marche à suivre et des pistes, au maître d'apprentissage des différentes activités, qu'il pourra lui confier, et enfin, le rendre autonome, puisque l'idée là aussi, c'est de le former et de le rendre autonome à un poste de travail. Concrètement, si on prend, et ma question n'est pas anodine, je te dirai un petit peu pourquoi après. Si on prend un livret d'apprentissage papier, qui est le porteur de ce livret? Où est-ce que matériellement il se trouve? Alors s'il est en version papier, j'allais dire le responsable, le principal, concerné, c'est l'apprenant, qui doit l'avoir toujours avec lui, hein, quand il vient en formation en centre ou quand il est en entreprise. Et s'il est dématérialisé, il y a plusieurs plateformes qui proposent donc des livrets d'apprentissage dématérialisés et qui permet aussi d'évaluer, le jeune, en cours de formation. Donc il peut y avoir vraiment des jalons aussi posés sur, des activités, des tâches qui sont réalisées, donc avec des grilles d'évaluation, des grilles d'entretien, tout ça pour suivre et assurer donc la progression du Je jeune. te pose la question parce qu'il n'y a pas très longtemps, on m'a demandé d'intervenir là sur un dispositif de formation et ce qui revenait de façon assez récurrente, c'est que l'apprenant égaré, oublié, d'emmener son livret d'apprentissage. Est-ce que c'est quelque chose que toi Mmh. tu vois de façon récurrente ou est-ce que là j'étais dans cet exemple-là et puis il n'y avait pas, en vérité c'était pas un cas concret quoi. Non, malheureusement, c'est souvent le cas. Et encore moi cette semaine, oui, j'ai échangé avec un apprenant qui était en deuxième année, BTS et qui avait perdu effectivement son livret, de formation. Donc toute sa première année, toutes les données, sont perdues, égarées. Voilà, donc c'est un peu, oui, récurrent. Effectivement, c'est quelque chose auquel j'ai été confronté, puisqu'on m'a demandé de travailler sur une plateforme où pourraient être retrouvés à la fois les contenus de formation et surtout un espace pour le tuteur directement avec login mot de passe où le tuteur peut venir regarder ce qu'on veut bien lui montrer. Voilà. Est-ce que toi, tu as des outils finalisés comme ça? Oui, je travaille avec un outil, un logiciel, j'allais dire depuis, alors qui existe depuis une vingtaine d'années, mais ils ont développé justement cette partie, livret de formation. Donc en déclinant toutes les compétences, activités qui sont réalisées, en CFA et qui doivent être aussi réalisées en entreprise, j'ai, programmé, donc sous forme de séquences, puisque Oui. c'est, nommé comme ça dans ce logiciel, des séquences et des activités donc que j'ai rattachées et j'ai donné les accès aux formateurs, aux maîtres d'apprentissage ainsi que l'apprenant. Donc, la possibilité de cocher, si ces activités, ces compétences étaient en cours d'acquisition, acquises ou, non réalisées. Parce que ça peut être le cas dans des entreprises où c'est non réalisé, voire non réalisable, parce que l'entreprise ne fait pas, telle ou telle, activité. Donc effectivement, je travaille, oui, sur un outil, de ce type-là. D'accord. La difficulté que j'avais rencontrée, que j'avais déjà vue pendant le Covid, c'est qu'en vérité, moins le niveau entre guillemets «scolaire» est élevé, moins l'apprenant est digitalisé. Mmh. C'est-à-dire qu'on s'est retrouvé nous, au niveau du CFA, avec en gros tous les gens qui étaient en master, en BTS, où il y avait aucun problème pour passer sur du digital, alors qu'on a perdu 70 des gens qui étaient en CAP et en BEP. Est-ce que ça, c'est quelque chose, c'est une réalité que toi, tu observes aussi? Oui, je l'ai malheureusement, ouais, observé également et même encore, hein, en 2023. Effectivement sur des niveaux, 3 voire des niveaux 4, on a effectivement ce problème d'apprenant qui n'est pas à l'aise avec les outils, numériques. Alors ils sont à l'aise avec, internet et le téléphone, les réseaux Oui. sociaux, mais j'allais dire ça s'arrête là. Ouais, la prise en main d'outils, on va dire pédagogiques, demande vraiment un accompagnement. Ouais, sur les premiers mois de la formation et la prise en main de ces outils et ce logiciel, avec le suivi de l'entreprise. Mmh. Je pense qu'il est important d'avoir des relations, des environnements communs, des temps partagés entre
le formateur référent et l'entreprise à travers son tuteur. Comment tu mets ça en place? Comment se crée cette relation? Alors la relation, je la mets en place, de façon périodique, c'est-à-dire que dans les 3 premiers mois où le jeune a signé ou le moins jeune, hein, l'apprenant a signé son contrat, d'alternance, donc j'invite les maîtres d'apprentissage tuteurs à venir, donc soit, au centre de formation en présentiel ou en distanciel. Je fais une forme de comodale, c'est ce que j'ai fait la semaine dernière, donc animer des réunions de maîtres d'apprentissage en présentiel, mais aussi en visio. Donc ça, c'est dans le cadre du premier trimestre, d'entrée en formation de l'apprenant Oui. et après tout au long du parcours de la formation, il y a une visite en entreprise qui est réalisée. Alors suivant le secteur géographique, de l'entreprise et du formateur qui va, s'y déplacer. Ça peut être donc, soit sur site, ou en visio ou par téléphone. Donc voilà, il y a un temps vraiment, spécial, j'allais dire, sur cette visite, on va dire officielle, qui est déclarée, aussi dans l'accompagnement, de l'apprenant. Donc sur la première année, deuxième année, voire troisième année, si on est sur des formations en 3 ans comme des bacs pro, par exemple. D'accord. Et après, il y a aussi, tout ce qui est, signaux faibles comme l'absentéisme, les retards, et autres problèmes que l'on peut, avoir, avec l'apprenant en CFA. Et là, l'idée est vraiment aussi à chaque fois d'avoir un lien avec l'entreprise en vue de trouver le plus rapidement possible, la solution, pour éviter tout décrochage, de la formation et voire, rupture de contrat. Très souvent, dans les dispositifs de formation, qualifiants, certifiants, ce dont on parle aujourd'hui, on est très au point sur, les séquençages de formation, d'acquisition des connaissances et des compétences ou des capacités, si on veut dire. Mmh. Quid de l'accompagnement? Y a-t-il un accompagnement spécifique de la personne? De De la per l'apprenant, je parle. Alors c'est une bonne question. Il y a un accompagnement dans le sens où, la formation, les objectifs lui sont présentés en entrée en formation. Mais c'est vrai qu'il se laisse un peu porter par le flux de l'activité en entreprise, et tout ce qui est, les aléas aussi, de l'entreprise. Oui, tout à fait, elle est confrontée à son marché au quotidien, elle doit réagir, elle est dans l'action, elle est pas dans la projection, elle est dans l'action. C'est ça. Quelles seraient selon toi les améliorations, les axes d'amélioration que l'on devrait, déployer pour, optimiser encore plus l'apprentissage? Alors pour moi, les axes, ça serait vraiment, voilà, cette communication, et cet accompagnement des maîtres d'apprentissage tuteurs. Et quand je dis «on», je pense, aux centres de formation, ça peut être aussi les OPCO, les directeurs, voilà, de centres, sous forme de alors soit peut-être un permis de former qui existe déjà dans certains secteurs, mais voilà, un livret aussi d'accompagnement sur un guide, une forme de guide sur les étapes de que ce soit donc l'intégration de l'apprenant dans l'entreprise, décliner ses activités aussi qui lui seront confiées, en créant donc une progression, mettre en place des entretiens, réguliers, et faire aussi donc des feedbacks, hein, des feedbacks constructifs avec son apprenant et également valoriser, l'engagement de ces maîtres d'apprentissage tuteurs, hein, Mmh. qui ont vraiment un rôle important à jouer. Dans le cadre de la mise en place de la formation en situation de travail, on a l'obligation de, entre guillemets, de créer un workflow de travail allégé pour la personne qui suit la formation en situation de travail. C'est-à-dire qu'en gros, je vais faire simple, on est sur une chaîne de production, les actions prennent pour quelqu'un de qualifié, je vais dire 5 minutes, bien quelqu'un qui est en formation, c'est 15 minutes. De manière à ce qu'il ait temps de bien intégrer le geste et puis qu'on comprenne qu'il n'est pas là tout de suite dans un souci de production optimum, mais bien dans une dimension d'apprentissage. Je remarque que très souvent, l'alternant est considéré comme un travailleur moins payé et qui doit nous fournir un maximum de résultats. Comment tu vois ça, toi? Comment tu l'observes? Est-ce que tu l'observes, ça? Oui, oui, alors, quand j'étais formatrice et que je me déplaçais, que je faisais donc ces visites en entreprise, ce suivi,
Effectivement, souvent l'apprenant est considéré comme un salarié à part entière et il doit, produire, à la même cadence que les autres salariés de l'entreprise qui eux sont, j'allais dire expérimentés. Donc les oui. Comment on peut améliorer ça? Parce que ça, c'est un vrai point que j'observe. Alors, moi, je travaille en formation continue, pas en apprentissage, hein, mais je vois la même chose pendant les périodes de stage, quoi. Mmh. Il y a des objectifs de stage. 2 jours après, nos apprenants nous appellent en nous disant, Laurent, moi, je dois faire une base de données. Le gars, il veut que je fasse des designs de pages web, quoi. Là, je suis obligé d'intervenir. Attendez, c'est pas le contrat, quoi. Mmh. Ouais. Comment tu vois, comment on pourrait améliorer ça? Comment, si tu as vécu des expériences où c'était ça et que ça a remédié, est-ce que tu as quelque chose à partager là-dessus? Alors moi, quand je fais les formations de maître d'apprentissage tuteur, j'insiste vraiment sur, comment dire? La valorisation donc de décliner étape par étape, que l'apprenant, voilà, il est en découverte, donc au départ, il sait qu'il ne sait pas, et puis il va y avoir l'étape qu'il sait qu'il ne sait pas et qu'il va falloir construire et déconstruire, petit à petit. Mmh. Dans le but, qu'il devienne donc, autonome sur cette activité-là. Et que si on le lance tout de suite, dans la réalisation, d'une production sans lui montrer étape par étape, c'est voué à l'échec. Donc en déclinant, voilà, toutes ces étapes-là et en argumentant, ils prennent conscience qu'effectivement, oui, on peut pas faire du vélo, tout de suite ou, du ski, Oui, en tout 10 à fait. minutes. Voilà, donc en déconstruisant, et en mettant vraiment des étapes, sur les activités et comment je peux aussi rendre autonome mon apprenant, hein, que ce soit avec, des procédures écrites, parce que souvent aussi c'est ce qui manque, hein, dans les entreprises. Il y a rien qui est écrit, il y a pas de procédure, donc on laisse libre, voilà, l'apprenant à une activité, mais sans lui donner les tenants et les aboutissants ou même un simple support sur lequel, une ressource, technique ou un repère, voilà, qui pourrait, l'aider. D'accord. Parlons autre chose un peu positive. Il n'y a pas très longtemps, dans un groupe, j'avais un apprenant et là, qui était en entreprise pour des périodes de stage, d'activité en entreprise. Et l'entreprise me dit, écoute, c'est formidable, il nous amène une vision nouvelle, c'est une nouvelle façon de faire. Nous, on a la tête dans le guidon tous les jours. C'est vrai qu'on s'était pas posé les questions comme ça. Tu vois ça aussi? Oui, là, quand j'interviens sur, des formations, justement de responsables de projets, en ingénierie de formation, ils ont cette vision-là quand ils partent en stage, ils disent: «Ouais, effectivement, on a pu apporter, des éléments, nouveaux», ou des entreprises qui ont, ouais, la tête dans le guidon, dans les activités et qui brûlent certaines étapes d'analyse du besoin, des analyses budgétaires. Et donc effectivement, les alternants, les apprenants peuvent apporter vraiment, une richesse, une plus-value dans les entreprises. Et là, je fais l'avancée inverse sur le côté négatif. Moi, lorsque je forme des formateurs sur des nouvelles stratégies digitales, puisque nous, on est digitalisés, et lorsqu'ils sont confrontés pendant leur stage en entreprise avec des formateurs, entre guillemets, ancienne génération, eh bien, on sent une certaine adversité qui se traduit de la façon suivante. Le responsable de formation, lui, perçoit bien les nouvelles compétences nécessaires présentes chez le nouvel entrant là. Et c'est perçu de la même façon chez les gens qui sont déjà en poste. Et là, il y a une espèce de dualité où il y a le responsable de formation qui dit ah bah oui, c'est comme ça qu'il faudrait qu'on fasse. Et du coup, les apprenants me font des retours en me disant ouf, il me savonne la planche là-bas, tu sais, personne fait en sorte que j'avance parce que l'autre, il est en train d'expliquer qu'il va m'embaucher à la place des autres, quoi. Et t'as ça aussi? Très peu. Je l'ai eu entendu ou échangé, voilà, avec quelques stagiaires, mais voilà, à la marge, j'allais dire. Mais effectivement, la rétention d'informations, malheureusement, existe. Alors est-ce que c'est par peur, par crainte qu'ils piquent le poste? Je ne sais pas. Mais heureusement, moi, de mon côté, je l'ai très peu vu. Très bien. Bah, c'est plus rassurant en tout cas. Ouais. Nos maîtres de stage, là, sont des piliers de cette formation. Comment eux, on leur fait prendre conscience de leur savoir-faire? Parce que très souvent, ils ont cette compétence inconsciente qui rend difficile la transmission. Mmh. Est-ce que toi, tu interviens dans cette dimension dans le cadre de quand tu nous parles de formation de tuteur? Alors oui, j'essaye aussi justement de leur faire comprendre qu'eux, ils sont, devenus, experts dans leur domaine.
qui font des choses de façon, rapide et automatique. Et quand j'essaye, avec eux justement d'élaborer un plan de formation, avec, en déclinant donc activités, tâches et cetera pour leurs apprenants, ils se rendent bien compte qu'effectivement il y a des étapes, qui sont primordiales, qui sans ces étapes-là, le projet, ou la production ne peut pas aboutir. Donc finalement, il y a une prise de conscience lors de la formation de se dire: «Ah oui, ça effectivement il faudra que je le décline, ou que j'écrive peut-être juste sous forme de tableau les différentes étapes pour, qu'il me gagne du temps aussi, que mon apprenant puisse, réaliser lui-même ces activités-là. Donc il y a une prise de conscience, en général, à la fin de la formation. Je retrouve ce profil de tuteur lorsque moi je suis accompagné dans la création de dispositifs par des experts métiers et on a vraiment cette dimension de la compétence inconsciente qu'ils maîtrisent parfaitement Oui, et de cette envie de tout donner, de partager le maximum alors que nous de notre côté on est en train juste de leur dire non non mais tu sais il faut pas donner le maximum, il faut juste qu'on ait le bon minimum. Et ça, des fois, c'est un peu compliqué pour eux à comprendre, mais ça fait partie de notre job. Je vois beaucoup de similitudes, moi, là, avec ouais, ce que tu me dis. c'est vrai. Et ça serait quoi le programme type de la formation d'un tuteur? D'abord, est-ce qu'il y a un diplôme? Est-ce qu'il faut être diplômé? Est-ce qu'il faut avoir une certification, quelque chose pour être tuteur? Il y a pas d'obligation, de certification, même s'il en existe, une, hein. Il existe donc une certification qui s'appelle MATU, certification relative aux compétences de maître d'apprentissage, tuteur. Donc qui est inscrit au RS, au référence, Répertoire de France. spécifique. Merci. Je t'en prie. Par contre, comme je oui, il y a certains secteurs, notamment par exemple de l'hôtellerie, la restauration, qui, obligent les maîtres d'apprentissage tuteurs à, obtenir, le permis de former. Voilà, qui est, alors j'ai plus en tête, mais une trentaine d'heures peut-être de formation. Mais, D'accord. voilà, il y a pas de contrôle et de suivi, de ces obligations-là, donc, c'est vrai que ça manque. Et on le ressent dans les statistiques, hein, quand on regarde les taux de rupture de contrat, dans les 3 ou 4 premiers mois, de l'entrée en formation, bien souvent le retour c'est: «Beh, j'ai pas été accompagnée dans mon entreprise, j'ai pas eu de suivi, j'ai été mis, dans un coin et puis, débrouille-toi». Et quand on interroge par contre les maîtres d'apprentissage, pour eux, ils avaient fait, tout ce qu'il fallait. Voilà, mais tout ce qui est favoriser l'intégration, et on parle de onboarding dans certaines entreprises, mais je pense qu'on peut en parler aussi en apprentissage, en alternance, de cette étape importante. Oui, oui. Déjà, quand on fait du recrutement, on a 70% des gens qu'on recrute, hein, c'est une statistique, qui quittent le poste dans les 1 an. Et très souvent, les solutions de remédiation sont de l'onboarding, c'est-à-dire accueillir le nouvel entrant dans l'entreprise, prendre le temps de l'accueil. Et C'est très ça. souvent, c'est pas fait. Tu arrives, on te montre où sont les toilettes, où est la cantine, et ton poste c'est là. Vas-y, fais rire. Mmh. Évidemment, on est en flux tendu, hein, il faut que les entreprises valorisent ça. Est-ce Et encore que, le poste n'est pardon. je t'en prie. Le poste de travail bien souvent n'est même pas préparé, hein. Moi j'ai vu, des situations où le poste de travail n'est pas préparé, où tout ce qui est matériel, équipement, de sécurité, n'est pas mis à disposition. Il faut qu'il attende 2 3 semaines en moyenne pour que voilà, c'est ou des codes d'accès, des choses, ou tout simplement un ordinateur, enfin suivant voilà le la formation, le matériel n'est même pas déjà présent, et c'est vrai que c'est, j'ai pas le terme, mais en tout cas, déplaisant. Oui, oui, puis tu peux pas donner, hein. T'as pas de bureau. Moi, je le vois, hein, bon, on est plus dans le digital, nous, mais t'as pas de bureau. Bah, si t'as un ordi, c'est bien, parce que là-bas, il y en a pas. T'arrives Non. dedans, on te file dans un bureau, bah, il y a pas de connexion Internet. C'est moche, tu fais les réseaux sociaux, tu sais. Ou on a eu aussi dans une boîte de belle taille. Ah ben non, 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 mais nous, on a tout coupé, on a mis des pare-feux partout pour pas que les gens aillent sur les réseaux sociaux. Et ben, il dit oui, mais moi, je suis community manager, moi, il faudrait que je y aille, ça serait bien. Ou alors, on fait une remontée. L'autre jour, on a eu une remontée sur une apprenante qui fait de la veille métier pour l'entreprise, hein, et on lui a dit quand même, vous passez vachement de temps sur YouTube, hein, et vous passez beaucoup trop de temps sur les sites de nos concurrents, hein. C'est Mmh. que vous cherchez à vous faire embaucher ailleurs. Non, c'est que dans le cadre de ma mission, je fais de la veille.
La veille Ah OK, concurrentielle? d'accord. Ouais, ouais, tu vois, un truc qui peut servir. C'est marrant quand tu as des remontées comme ça, tu fais: «Ouf, Mmh. 2023, alors je comprends, hein, la sécurité, c'est quelque chose d'essentiel, mais bon, à un moment donné, il faut faire preuve de discernement. Quand on est dans une ESI, on doit savoir qui fait quoi dans l'entreprise et qui a accès à quoi, Mmh. hein, C'est mais ça. bon, c'est souvent comme ça. Dans, dans cet espace digital, je reviens un petit peu sur la partie digitale. Oui. Tu me dis, on utilise une plateforme. La difficulté des plateformes, c'est souvent ce qu'on appelle leur ergonomie, c'est-à-dire la facilité de prise en main. Tu as une, tu as des, je sais pas, un peu ça, une séquence de préparation à la prise en main pour à la fois les tuteurs, les apprenants et aussi les formateurs initialement, hein. Ça se passe un peu comment ça? Il y a un tuto qui a été, créé, avec étape par étape comment se connecter à la plateforme et comment saisir, les activités, réalisées en entreprise, mettre des observations et cocher, les compétences qui sont donc en cours d'acquisition ou acquises, voilà. Donc il y a cette présentation aussi qui est faite lors des premières réunions. Là, je parlais dans le premier trimestre. Ouais. Donc c'est aussi, une présentation à ce moment-là, de cette plateforme. D'accord. C'est cette digitalisation de notre société, hein, auquel on n'échappe pas. Tu sais, moi, quand tu me dis apprentissage, je pense mécanicien, plâtrier, etc. Mmh. Est-ce que il y a, et tu observes, une fracture numérique, puisqu'en vérité, elle doit exister, puisque cette semaine à Angoulême, ils ont fait un forum spécial pour les métiers artisanaux et leur digitalisation, c'est-à-dire que des acteurs majeurs de la digitalisation venaient présenter des solutions. Alors, présenter une solution, c'est par exemple présenter un calendrier Google, hein, qui est un produit Google Agenda gratuit et qui va permettre d'échanger de façon collective sur une information avec des agendas partagés. Tu vois, ce genre de choses-là. Est-ce que tu mesures, toi, dans les TPE et même vraiment les petites entreprises, ce décalage de la pratique digitale et du besoin qu'on en aurait aujourd'hui en formation, enfin, pour faire le lien avec la formation? Mmh. Alors quand, 2016-2017 quand j'ai commencé à travailler avec cet outil, oui, effectivement, quand je mettais en ligne les emplois du temps des alternants pour que les entreprises aussi puissent avoir ce calendrier-là en ligne et cetera, c'était compliqué. Moi, j'avais donc, comme aide d'apprentissage tout ce qui était secteur de, l'esthétique, la coiffure, donc vraiment des toutes petites entreprises. Mais petit à petit là, 2023, je travaille donc avec d'autres secteurs, comme l'hôtellerie, la restauration, des fleuristes et cetera. Là, il y a moins cette fracture-là. Petit à petit, ils se sont, numérisés, j'ai envie de dire. Et Oui, puis, c'est vrai que toutes les plateformes, que ce soit URSAF ou autre, maintenant, ce n'est, oui, oui, on n'a pas enfin, le tout choix. est dématérialisé. Voilà, c'est ça. Oui, Donc et petit à puis petit, on ouais. oui, puis on va passer à la facturation électronique, ça a été un petit peu repoussé, c'était prévu pour janvier là. Mais bon, effectivement, on est dans cette dimension digitale des choses. Il en reste, encore un peu, mais je dirais moins. D'accord. Si on parle de nos apprenants, est-ce que tu pourrais nous parler des avantages de l'alternance et de l'apprentissage? Parce que j'aimerais bien qu'on entende aussi cette voix-là, moi. Ah. Je peux en parler puisque moi-même j'ai été, apprentie. Les avantages, alors moi je ne vois que des avantages parce qu'il y a vraiment cette double formation, donc la formation en centre où on peut être en situation de travail réelle, où on a le droit à l'erreur, on peut faire et refaire avec les formateurs, les outils, les plateaux techniques, donc ça c'est vraiment le point positif. Et en entreprise, on a vraiment cette vision du terrain, le contact, avec, les commanditaires, les clients, de l'activité, les pics d'activité, donc il y a vraiment cette richesse-là et pour moi, c'est un plus aussi sur le CV, l'employabilité, après, post-formation. Je crois qu'il y a quelque chose d'important qu'il faut qu'on dise aujourd'hui aussi, c'est qu'il y a des apprentis qui passent des masters. Oui, Parce de que plus en plus. très souvent, on voit l'apprenti CAP, BEP, tu vois. Mmh. Mais aujourd'hui, et ça c'est quelque chose de génial, c'est aujourd'hui tous les niveaux sont balayables par l'apprentissage, quoi. C'est vraiment Ah oui, jusqu'à des niveaux 7, hein, même mmh, peut-être 8, alors 7, mmh, voilà, des ingénieurs, tout à fait. ouais, c'est vrai, ça c'est vraiment un plus.
je suis très content, moi, de voir comment l'apprentissage a été soutenu financièrement. Je suis moins content des nouvelles perspectives qu'on nous annonce là. Et justement, si on en parlait un petit peu de ça, quelles sont les principales motivations qui te reviennent de l'entreprise pour avoir chez elle des apprentis alternants? La motivation principale, alors ça va dépendre des niveaux, et des secteurs, mais souvent c'est, avoir un salarié, qu'on va pouvoir, former à nos pratiques. L'idée c'est ça, c'est, former, quelqu'un qui sera vraiment, dans les activités, les procédures de l'entreprise et en vue après de l'embaucher. Ça, en général, c'est une des premières motivations, c'est de le former à sa propre activité et processus, en interne. Voir, après la transférabilité des compétences, s'il y a des départs en retraite, des ouvertures, voilà, sur des plans national, international, des entreprises, qui Oui, oui, grossissent. Mmh. on va trouver, moi lorsque j'accompagne des entreprises, moi j'ai des entreprises qui ont des GPEC, gestion, emploi compétences très bien posées, où justement il y a une analyse par poste, il y a ce respect de la loi qui nous oblige en tant qu'entreprise à faire monter en compétences nos collaborateurs. Effectivement, quand c'est un petit peu gros, on va dire, c'est un petit peu organisé, mais c'est clair que très souvent, quand la structure est petite, même des structures intermédiaires, on n'a pas cette analyse fine. Tu disais, il n'y a pas de process. Voilà, Mmh. on fait des choses, voilà. Et puis Gérard est plus là, ben, on ne sait plus faire. C'est ça. L'autre jour, je suis intervenu dans une entreprise. Ils sont quand même 150. Il n'y a qu'un seul ingénieur qui maîtrise la compétence la plus importante de l'entreprise. Là, j'ai été obligé de signaler à l'employeur que là, il y avait un risque. Hein. Il avait un risque que, un, il parte à la concurrence, deux, qu'il tombe malade, voilà, etc. Et donc, c'était compliqué. Et eux, ils me disaient, bah nous, le problème, c'est qu'on n'en trouve pas. Bah, Mmh. j'aurais dit, formez-en. Oui, tout à fait. J'ai dit, formez-en, parce que justement, vous pouvez former des ingénieurs. Alors, formez-en. Et là, c'est encore plus facile, parce que c'est vraiment la spécificité de l'entreprise. Alors, je comprends, hein, on va pas avoir 17 ingénieurs au même poste des fois que quelqu'un viendrait pas. Mais bon, on a besoin quand même dans l'entreprise de cette analyse de risque. Et je pense que dans la prévention du risque, que ce soit, alors si on veut dire, si on veut employer un peu des termes comme force, faiblesse, opportunité, menace, qu'on appelle SWOT en anglais, eh Oui. bien, en interne, qu'est-ce qui se passe? Et puis surtout les menaces externes. Aujourd'hui, les marchés sont hyper concurrentiels. Et donc, il faut être aussi en capacité de développer ça. Faire le travail d'évaluation de ses compétences en entreprise, ça permet aussi à l'entreprise de donner une image claire à ses nouveaux entrants et à ses collaborateurs. Mmh. Faut pas l'oublier. Ouais, l'ADN Hein. de l'entreprise. Oui, oui. Et très souvent, quand les gens débarquent, c'est qu'en vérité, il n'y a pas de visibilité ni de compréhension. En vérité, les gens ne savent pas ce qu'ils font dans l'entreprise. Et ça, je pense que cette formation en alternance permet justement cette immersion et de comprendre les choses. Encore faut-il qu'on nous les explique, hein, mais je pense qu'on peut facilement les comprendre. Mmh. Quel serait, selon toi, si demain, écoute, moi j'ai entendu le podcast de la formation, j'ai dit tiens, cette dame a l'air experte, je vais l'appeler avec moi au gouvernement, elle va devenir au ministère du Travail responsable de l'alternance. Quelle serait la décision ou qu'est-ce que tu prendrais tout de suite comme initiative? C'est une bonne question. Il y a tellement de choses, à faire ou en tout cas à améliorer. Tu peux m'en donner Hem, plusieurs, hein, n'hésite ah pas. oui, C'est pour ça que je te veux avec moi au gouvernement. c'est un grand projet. Ouais, t'as vu? Déjà peut-être dans un premier temps, vraiment, qualifier voilà le rôle du maître d'apprentissage tuteur, parce que même s'il y a une loi qui dit voilà, qu'il doit avoir tant d'années d'expérience dans le domaine, c'est pas clair, c'est pas connu, des entreprises donc peut-être voilà, première porte d'entrée, les chefs d'entreprise, les sensibiliser à cette mission, et valoriser aussi, donc les maîtres d'apprentissage tuteurs qui doivent avoir aussi du temps, pour eux, pour accompagner l'apprenant. Ça, c'est une autre problématique, que j'ai vue quand j'échange donc lors des formations, c'est que le maître d'apprentissage tuteur donc qui est salarié dans l'entreprise, me dit: «Ouais, mais moi en fait je dois accompagner,
l'apprenant, l'alternant, mais en fait, ça me prend du temps et j'ai toutes mes missions à côté, qui sont intactes, qui ont pas été réévaluées. Donc c'est aussi faire prendre conscience aux chefs d'entreprise de l'importance de l'accueil de l'apprenant, mais aussi du rôle, donc et valoriser, les maîtres d'apprentissage tuteurs dans cette mission et peut-être leur dégager un peu de temps, parce que c'est une mission qui n'est pas valorisée, donc même Oui. financièrement aussi. Donc j'ai eu cette question-là. Donc peut-être mettre l'accent sur cette mission-là, des maîtres d'apprentissage tuteurs. La valoriser vraiment, en interne dans les entreprises. Bon, bah, c'est bon, je te veux dans mon équipe, hein. J'arrive. Ouais, c'est super intéressant, ce que tu nous dis parce que en vérité, ça part toujours de bons principes et puis après, à l'arrivée sur le terrain, c'est débrouillez-vous, hein. Oui. Et effectivement, cette double charge, cette responsabilité aussi, hein, former, cette responsabilité qu'on a nous de former, hein, aussi, c'est important. Donc, il faut qu'on ait à la fois le temps, à la fois la possibilité d'évoluer dans des contextes qui nous permettent de faire bien les choses. Ça, Mmh. c'est, à mon avis, hyper intéressant. Il y a autre chose dont j'aimerais parler, moi, parce que je l'ai observé, hein, j'ai observé encore la semaine dernière. Je pense qu'on a un besoin d'actualisation des compétences opérationnelles des formateurs. J'ai été confronté 2 fois la semaine dernière à 2 cas particuliers. Un formateur commerce qui ne fait plus de commerce depuis 20 ans, qui n'a jamais Mmh. plus mis les pieds dans un commerce de quelque façon que ce soit et qui enseigne le commerce. Et un comptable qui pareil, n'a jamais réactualisé ses connaissances et qui aujourd'hui, les apprenants me disent, nous, monsieur, il nous fait travailler sur un logiciel. Quand on va en stage, c'est pas celui-là, hein, et c'est jamais Mmh. celui-là parce que celui-là, tout le monde sait qu'il est nul. Et je pense que là, de ce côté, on a quand même aussi du travail à faire. Et dans le cadre de la professionnalisation des formateurs, moi, je serais assez d'avis quand même que de temps en temps, ils aillent refaire un tour au niveau du boulot. Et je trouve que dans la Mmh mh. dimension de l'alternance, ils ont pas ce fossé. Parce que le gars, comme il va dans l'entreprise, il fait ouf, ah ouais, bah c'est pas pareil alors, tu vois. Et tu l'as observé ça? Oui, je l'ai observé. J'ai même connu un directeur de CFA qui, obligeait, ses formateurs, à passer, 2 jours par an, dans une entreprise. Donc il contactait, les entreprises partenaires, hein, des maîtres d'apprentissage, tuteurs, pour accueillir, ces formateurs-là au moins 2 jours par an, pour qu'ils gardent vraiment la réalité et le contact avec le terrain. Hem, voilà. Après, c'est vrai que l'idéal, c'est d'avoir des formateurs qui sont encore, dans la vie active, j'allais dire, dans le domaine, expert et également formateurs, donc ça a encore, une autre plus-value. Mmh. Oui, oui. C'est vraiment là qu'on voit d'ailleurs, l'échange avec le formateur, avec les anecdotes. Moi, quand j'ai commencé la formation, et j'ai eu la chance d'être accueilli par un formateur dans son cours, hein, où il présentait les choses, et je trouvais que c'était hyper vivant. Et je lui dis waouh, mais c'est quoi ton secret? Il me dit, tu sais, je suis ici pour leur apprendre ce qui n'est pas écrit dans le livre. Mmh. Et ça, je trouve que cette transmission-là, elle est extraordinaire. On doit à la fois valoriser la dimension de la réalisation, hein. Les gens, en vérité, ne sont pas célébrés, ne célèbrent pas dans les entreprises. Tu fais ton boulot, tu le fais bien, c'est normal, mais pas que. Mmh. On a aussi le temps de se dire, voilà à quoi ça concourt, voilà à quoi ça amène. Ça humaniser un peu plus la relation et faire du lien entre toutes les personnes dans l'entreprise. C'est la deuxième chose. Lorsque moi j'interviens, premier travail que je fais, c'est je m'assure que toutes les personnes de l'entreprise, quel que soit leur niveau et quel que soit leur poste, aient bien compris le message et les valeurs de l'entreprise. Et s'ils sont capables à l'accueil et à la direction générale de me dire exactement pourquoi ils sont là et ce qu'ils font et ce qui les porte, leur leitmotiv, leur why, on appelle ça le why, Mmh s'ils mh. sont capables de me le dire, je sais que l'entreprise est alignée, qu'on pourra travailler plus facilement. Et souvent dans ces entreprises, je remarque que l'alternant a une place presque préférentielle, puisque on a envie qu'il adhère à nos valeurs, donc on est très démonstratif sur les valeurs. Ouais. Je sais pas si tu as vu ça. Très peu non, Ouais. difficilement. Mais c'est vrai que, voilà, déjà définir, oui, l'ADN de l'entreprise, qu'est-ce qui est vraiment,
porteur, pour l'ensemble de l'équipe, c'est pas toujours évident. Ouais, tu vois, quand, la dernière intervention que j'ai faite, pour, on va dire, réaligner l'entreprise, j'ai écrit, sur le paperboard, «La plus grande valeur de votre entreprise n'est pas dans le bilan, vous ne la verrez pas dans le bilan, c'est les hommes et les femmes qui composent votre entreprise». Et là, d'entrée, on était sur une rupture. Parce que on a des DAF, des directeurs d'analyse financière qui viennent nous dire: «Ah oui, mais là, regarde, la rentabilité, le machin, tout ça». Ouais, ok, on est d'accord, hein, on est là pour gagner de l'argent, c'est l'objectif. Mais je t'assure que si tu prends soin des gens, tu vas voir que tu vas réduire énormément de coûts annexes, hein, et qu'on va arriver justement à produire un ADN commun et puis avoir du sens, hein, dans son travail, avoir Complètement, du ouais. sens, hein. Les gens, s'ils n'ont pas le sens, voilà, il faut que le jeune apprenti, il aille. Moi, je les vois plein d'enthousiasme, hein. Il n'y a pas très longtemps, là, j'ai rencontré un jeune apprenti dans un garage automobile. Ben, le gars, il était super à fond, quoi. J'ai dit à son patron, qu'est-ce que c'est bien de voir des jeunes hyper motivés comme ça. Alors moi, j'ai pas d'appréhension entre les jeunes et les vieux, tu vois. Pour moi, c'est pareil. Ils sont tous des bonnes valeurs. Et de voir ce jeune, comment il se démenait et tout, ben, il me dit, ouais, c'est vachement bien et tout. Il s'intéresse à plein de choses. Voilà. Voilà, il y a vraiment, si on leur laisse la place, je pense qu'ils peuvent nous éclairer aussi sur notre façon de faire. Mmh, tout à fait. Et puis que tout le monde aille dans la même direction, dans le même sens. Oui, tout à fait. Dis-moi, on a vu avec le changement de la loi de 2018, et moi je l'ai bien vu, si tu veux savoir, que les entreprises, à leur tour, pouvaient créer des CFA. Oui, Des CFA d'entreprise. Et là, du coup, moi j'étais dans une structure où j'étais en charge de l'innovation pédagogique, la recherche et développement. Et je leur avais amené l'idée, 2 ans avant la promulgation de la loi, qu'il serait bien de s'intéresser aux entreprises, de porter nos compétences d'ingénierie, de formation dans les entreprises, puisque c'est des compétences qu'elles n'ont pas. Et nous, au lieu d'investir dans des plateaux techniques qui, de toute façon, coûtent un œil, un bras et sont obsolètes au bout d'un an, d'aller imaginer des espaces de formation qui utilisent les plateaux techniques des entreprises qui, quoi qu'il arrive, elles seront toujours à la pointe de la productivité. mmh, Et quand j'ai dit ça, on m'a dit, oh non, non, nous on va faire venir les gens des entreprises chez nous, tu vois, ils vont tous venir. J'ai, vous rêvez ou quoi là? Et moi je savais pas, hein, que dans la promulgation de la loi, il y aurait cette capacité de CFA d'entreprise. Et on a vu autour de nous, dans des entreprises qui étaient des très forts clients, eh ben, ils ont intégré. Et des gens comme moi, qui sommes ingénieurs pédagogiques, ben, on a tout de suite été recrutés par ces gens-là, 5 fois le prix qu'on est payé en formation, hein. Faut pas c'est vrai. l'oublier. Et du Oui, coup, là, alors moi j'y vois une très bonne chose, hein. Pour moi, c'est quelque chose que j'avais déjà perçu. Je me dis aujourd'hui, et peut-être le message qu'il faut qu'on passe au centre de formation, c'est posez-vous la question comment vous pouvez amener vous vos compétences à vous avant qu'ils aillent les chercher ailleurs pour eux-mêmes. Et je crois que là, tu parlais tout à l'heure de gestion de projet en ingénierie de formation. Ben, ces compétences-là en entreprise, elles sont très recherchées. Et aujourd'hui, moi, quand je forme des ingénieurs pédagogiques, je forme au Learning Experience Design. Ben, depuis 2023, j'ai plus de gens qui viennent de centres de formation, j'ai que des gens qui viennent d'entreprises. d'accord, ouais. La bascule, elle est faite. Avant, je formais 5 personnes qui produisaient de l'ingénierie de formation, qui travaillaient dans des centres de formation. Aujourd'hui, ce qu'on nous oppose, le centre de formation nous dit, ah ben oui, non mais moi si je le forme, vous comprenez, après il va vouloir que je le paye plus cher, ou alors il va partir, nanana. Ben oui, Mmh, mais ça c'est pas un risque, c'est une valeur ajoutée. Mais et les entreprises, elles les investissent. oui. Donc tu ressens ça, tu vois ça aussi? Oui, effectivement, on aurait pu être complémentaires et puis finalement, la loi de 2018 a vraiment, donné cette opportunité aux entreprises de créer leur propre CFA, en interne et puis les entreprises ont bien compris que, former ces alternants, à leur propre méthode, à leurs propres outils, et matériel, bah, c'était, du un gain de temps aussi finalement. Parce qu'ils sont Bien, directement opérationnels, au oui. Et final. puis, et puis là, ce qui est très intéressant,
Et tu vois, aujourd'hui, les directives européennes favorisent ce qu'on appelle les micro-certifications. Mmh. Et aujourd'hui, l'entreprise, elle a besoin de quoi? Elle a besoin d'un collaborateur qui est efficace au poste, mais qui tout au long de sa vie va avoir besoin d'acquérir de nouvelles compétences, ce qu'on fait naturellement de façon formelle ou informelle. Or, ils ont l'obligation, les entreprises, de donner la preuve de cette montée en compétences, sans quoi ils sont tributaires d'amendes, hein. Ouais. Eh bien, aujourd'hui, la mise en place de micro-formations certifiées, enfin, pas certifiantes, de, de, de micro-qualifications, hein, avec des badges, avec des certificats, avec tout un ensemble de choses qui permettent à la fois de cartographier les compétences dans l'entreprise, mais surtout à la fois la capacité de donner à la reconnaissance à la personne sur le poste de travail. Et ça aussi, ça concourt au fait que les gens restent au poste. Mmh. Parce que tu fais ton job, tu le fais bien, le mec à côté, il en tape pas une, ah bah vous êtes payé pareil. Non, 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 pas du tout. Il y en a un qui va passer une micro-certification, il a la compétence, il va avoir là, et l'autre l'aura pas. Et là, on voit justement que dans ces dimensions, et moi, par exemple, là, j'ai des entreprises pour qui je travaille là, qui ont des CFA, qui eux aujourd'hui me tannent parce que je suis expert en ingénierie de certification, mais pas la certification, tu sais, aller déposer au RS ou au RNCP, plus de la certification, ce qu'on appelle en anglais le micro-credential. Voilà. Et aujourd'hui, ils sont demandeurs de création de parcours où à la fois on va aller identifier ces tâches, en regarder quelles sont les capacités à mobiliser, et éventuellement les compétences à développer. Et là, on a une écoute là qui est extraordinaire. Là. Ils ont compris parce que c'est un besoin naturel. L'entreprise, tu bosses, ça fait 10 ans que tu es dans une boîte, tu vas pas les refaire une formation complète pendant 8 mois, ça fait chier tout le monde ça. Et même le gars, il dit, moi je veux pas les 8 mois en formation, les gars, ça m'intéresse pas. Non, moi ce que je veux, c'est bien valider des éléments clairs, précis. Dans le cadre de la GPEC, on va regarder comment on va favoriser le mouvement en interne, comment on va permettre aux gens de venir combler des manques. Une gestion prévisionnelle, ça veut dire que les entreprises, par exemple, ont des effectifs qu'on vieillit. Moi, j'ai vécu ça il y a des années. Mon père avait créé une entreprise que j'ai repris. J'ai 50% de l'effectif qui est parti à la retraite en même temps que mon père. Mmh. Quand vous perdez 50% de l'effectif en 8 mois sur une entreprise, si vous n'avez pas anticipé, vous êtes en danger. Ça fait beaucoup. Ouais. Bah oui, oui. Et puis quand l'entreprise est petite, 50% de la population, ça fait 5 personnes, hein. Donc, les 5 personnes, c'est pas grand-chose, tu vois. Et, Ouais. et je pense aujourd'hui on a ces voies-là aussi sur lesquelles il faut aller travailler. Ouais. Moi, j'ai une demande aussi, ouais, sur de la modularisation de formation, pour répondre justement à ces besoins, en entreprise. Et Mm. concrètement, voilà, sur des salariés, qui sont là depuis quelques années, mais qu'il faut faire monter en compétences, mais sur une spécificité et pas Mm. sur l'entièreté du diplôme ou de la certification. Là, l'avantage, c'est que maintenant la plupart des titres sont écrits en bloc de compétences, qui Oui. visent bien donc certaines compétences et effectivement, l'avantage, c'est effectivement on va faire monter en compétence donc ce salarié sur un bloc de compétences, donc qui va pouvoir quand même être titulaire, donc partiellement du titre. Ça permet donc qu'il ne soit pas trop absent aussi de l'entreprise, tandis que s'il faisait l'entièreté de la formation, alors là, ça serait aussi, problématique peut-être pour le remplacer en entreprise. Donc effectivement, il y a cette demande maintenant de valider, certains, domaines qu'on peut retrouver dans des titres et donc qui valident qu'un bloc ou 2, Mm. qui Alors certifient. après la problématique, c'est lorsque tu certifies qu'un CCP dans un titre professionnel, la validité s'arrête à la date d'expiration du titre professionnel. Ouais. Donc du coup, tu n'en gardes pas l'avantage. Ça n'a plus de valeur au bout de 5 ans. Enfin, si c'est promulgué le référentiel en 2023, tu as jusqu'en 2028, quoi. Tu bénéficieras de ton bloc, de ton CCP. Par contre, si tu le passes en 2027, un an après, c'est plié. Hein. Ça, faut le savoir, il faut pas oublier de le dire. Et tu vois, nous, moi, j'ai été confronté directement à ça. Et les entreprises me disaient, bah oui, mais regardez, nous, notre salarié, pareil, tu as les CCI qui proposent des CCE,
hein, un truc ça s'appelle les CCE chez eux, ça a plusieurs, et notamment il y a un CCE de tuteur. Mais en vérité, il a une validité que 5 ans, quoi. C'est pas, en réalité, c'est pas pérenne. Alors que, donc, moi, l'alternative que j'ai trouvée et que je propose, c'est qu'en vérité, on certifie dans la blockchain les documents et les validations d'acquis que l'on fait. Et du coup, ça, c'est pérenne. L'entreprise est totalement couverte sur l'authenticité, l'impossibilité de falsifier. Et du coup, ça donne vraiment de la valeur. Et puis, ces éléments se partagent aussi très très bien sur les réseaux sociaux. Il faut cette sublimation. Ouais, regarde, je suis fier, j'ai réussi quelque chose, quoi. Très souvent, les collaborateurs en entreprise, ils partent en formation. Quand ils reviennent, c'est tout juste si la seule chose qu'on leur dit, c'est purée, pendant 6 mois, t'as pas fait le job, t'étais ailleurs. Pendant ce temps-là, nous, on se tapait ton job, hein. Mmh. Dans la série, ça me fait un peu, comment dire, culpabiliser. C'est number one, ça, tu vois. Bah, idéalement, ça serait qu'il partage aussi, ce qu'il a fait en formation, prendre un temps, de partage sur ce qu'il a Mm. vu et apporter aussi une richesse à l'ensemble de l'équipe. Oui, mais tu vois, moi qui fais beaucoup d'audits et d'entreprises et puis de formation et de centres de formation, en vérité, je te rassure, l'entreprise voit aujourd'hui encore la formation comme une récompense. Tu vois, le gars, il peut aller en formation, c'est une récompense. Non, c'est pas une récompense, la formation. Donc du coup, si c'est une récompense vis-à-vis de ses collègues, il passe pour un privilégié, puisque lui, il a bien vendu, alors il a le droit d'aller faire la formation, machin. En plus, c'est très souvent, on l'a toujours observé, que les publics de cadres sont mieux servis que les autres. Et Mmh mh. en vérité, il n'y a pas cette... je vois pas, j'observe pas, hein, parce que moi je fais qu'observer, et puis de façon d'être très factuel, j'observe pas cette dynamique de formation où on va dire à la personne, écoute, c'est formidable, tu vas te former, puis on va te laisser du temps pour reformer les autres derrière, pour échanger. T'as pas tous ces temps-là, hein, ça existe très très peu en vérité, Peu hein, dans encore, oui. l'entreprise. Hein, et tu vois, j'étais content hier soir parce que je suis dans un groupe d'entrepreneurs là, et on avait une banque du territoire là justement, et puis je vais la nommer. Moi, j'aime bien faire de la pub. C'est le Crédit Mutuel, et qui venait chercher auprès des gens, des porteurs de projets, des gens qui l'accompagnent, des solutions, de manière à eux savoir comment il fallait qu'ils adaptent l'emploi du temps de leurs collaborateurs, comme on appelle ça, des conseillers financiers, pour qu'ils soient au plus proche de l'attente des clients. Comment il fallait qu'ils organisent leur temps. C'était génial, ça, comme demande. Oui. Et moi, j'ai été content d'intervenir dans cette dimension hier soir, et je vois qu'on leur a ouvert un peu les yeux, et c'est vachement bien parce qu'il y avait et la direction et des gens qui sont concernés directement sur le terrain, à qui on dit bah, faut que vous fassiez tout. Mais il dit oui, mais dans ce cas-là, si je fais tout, je peux plus voir de clients, et mon boulot c'est de vendre. Donc ma priorité, je vais voir mes clients, tout le reste, je le néglige, hein, parce que vous m'attendez sur des scorings. Donc voilà quoi. On a vraiment intérêt à mettre en avant cette dimension d'apprentissage et de pratique. Il faut faire aux gens pour qu'ils apprennent. Ouais. Entièrement d'accord, oui. La pédagogie du faire-faire, ouais. Ouais. C'est plus le faire plutôt que le dire. Tout à fait. Dis-moi, Edith, qu'est-ce que tu voudrais nous dire pour terminer ton intervention sur ce podcast? Alors pour terminer, et pour conclure, vraiment mettre en avant, voilà, le travail, qui est fait en interne dans les CFA avec ces formateurs, référents et vraiment aussi valoriser, l'importance, de la mission des maîtres d'apprentissage tuteurs en insistant sur ces étapes clés, qui est l'intégration, du onboarding comme on a parlé tout à l'heure et la déclinaison des activités, en entreprise. Pour moi, c'est vraiment la clé de la réussite de l'apprentissage. Et quand je dis la clé de la réussite, c'est aussi bien pour l'entreprise qui va pouvoir, bah, pérenniser peut-être des savoir-faire, des pratiques, mais aussi la réussite, bah, à l'examen, hein, de l'alternant. Eh bien, écoute, sur cette injonction gagnant-gagnant, Oui, parce que c'est vraiment là. Je te remercie, Edith, d'être venue partager cette grande expérience que tu as pour permettre à nos auditeurs de s'immerger un peu mieux dans ce domaine de l'apprentissage et des maîtres d'apprentissage. c'était avec grand plaisir. Merci à toi, Laurent. Je t'en prie. Je vous invite, chers auditeurs, à
nous donner votre avis, à échanger avec nous, à venir poser des questions. Je donnerai des éléments de contact d'Edith et n'hésitez pas si vous avez des questions et des services à lui demander. Je pense qu'elle est en capacité de vous apporter des services aussi. Eh bien, n'hésitez pas, je pense que ce sera avec beaucoup de plaisir. Et me concernant, je vous retrouve pour un prochain épisode du podcast de la formation. À bientôt. Merci.